Rien ne prédestinait Rémi Daniel à arriver en Israël et à y vivre. Cet élève brillant, prépa littéraire à Henri IV, Normal Sup, aujourd'hui doctorant à l'université de Jérusalem, a fait un chemin incroyable et un chemin qu'il n'imaginait même pas. Tout a commencé avec un voyage Taglit, c'est son histoire et c'est maintenant. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Rémi Daniel. Bonjour. Alors, on est super content de vous accueillir. Merci de m'avoir invité. Voilà. Et puis, c'est vrai que parfois, quand on reçoit ici des associations, notamment les voyages Taglit, on les a reçus, ils font leur pub, ils expliquent, etc., etc. On n'imagine pas que ça peut changer vraiment la vie Ça a changé la vie de beaucoup de gens et j'en fais partie très heureusement. Moi c'est par Taglit que j'ai découvert Israël pour la première fois. Tu connaissais pas du tout ? Je connaissais pas du tout. Je viens d'une famille où l'identité juive ou pro-israélienne n'est pas la chose la plus importante. On est une bonne famille de Français et plutôt fiers d'être Français. Ouais. Et puis, je sais pas, à un moment. Ta mère est ashkénaze, c'est ça ? Ma mère fait partie des familles ashkénazes, alsaciennes, qui ont ensuite rejoint Paris, qui sont vraiment l'identité française. Alors, on sait qu'on est juif, on n'en a pas honte, mais on est avant tout français et on est très fiers de l'intégration. Et intégration qui est marquée notamment par le fait que la génération de ma mère, ils sont à peu près tous mariés avec des non-juifs. Donc mon père n'est pas juif non plus. D'accord. Et puis, mais il y avait quand même... Ce serait faux de dire qu'il n'y avait rien de juif. Non, c'est sûr que non. Mais ça reste, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comme ça visiblement supprimer. Et donc voilà. Et moi, personnellement, il y a un moment où j'ai voulu plus m'y intéresser. D'abord peut-être d'un point de vue religieux, je pense que c'était un peu ce que je cherchais, puis ça a dévié assez rapidement vers plutôt la dimension nationale du peuple juif. Alors, quelle a été ta première impression quand tu as débarqué dans ce voyage Taglit ? C'est plein d'émotions. Enfin, il faut dire, alors c'était en 2008, et depuis, je crois, parce que j'ai fait 2 fois Taglit. Après, quand j'étais à l'armée, j'ai refait Taglit, et c'est vraiment un programme qui s'améliore d'année en année. Là, c'était vraiment les premières années, mais c'était déjà extrêmement bien organisé. On atterrit à l'aéroport Ben Gurion, on ne sait pas trop, on nous amène dans un bus, on se retrouve à la Taillalette de Jérusalem, et voilà, c'est 10 jours où les émotions, plein d'émotions qui se succèdent. On rencontre des soldats israéliens qui, dans mon cas, étaient vraiment très sympathiques et avec qui je suis toujours en contact. En plus, soldats israéliens, évidemment, puisque lorsque tu arrives avec ce voyage Taglit, on est 2008-2009, ça Opheret Hatetsuka. Exactement, donc c'est vraiment, c'est un peu l'expérience intense de tous les points de vue, puisque oui, c'est ça. On a fait, je me souviens, un Shabbat dans le kibbutz du Nord, et puis à la fin de Shabbat, on nous annonçait que Israël était en guerre. Dans un certain nombre on a fait En-Gedi et Masada, comme presque tous les groupes Taglit font, je crois. Et on avait les avions au-dessus de nous, et vraiment, et puis les soldats étaient un peu plus stressés à partir du moment du début de cette campagne, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs amis. Donc vraiment, ça a rajouté des émotions qui, à mon avis, ne faisaient pas partie du programme Taglit premier, mais ça m'a aussi beaucoup influencé et ça m'a beaucoup marqué aussi parce que le décalage qu'il peut y avoir quand on... Entre la France. Voilà. C'est-à-dire que quand je suis rentré en France... La vie que tu avais et la réalité que tu as vécue ici, c'était... Puis surtout, on rentre en France dans une prépa parisienne, donc littéraire, plutôt des gens de gauche. Donc les pro-israéliens n'étaient vraiment pas nombreux dans la prépa. Et puis on ne se reconnaît pas trop dans ce qu'eux ils disent d'Israël et par rapport à ce que... On n'ose pas argumenter non, j'ai quand même... Ouais, on ose. Ne pas oser argumenter, c'est pas un défaut que j'aime. Il se rappelle de toi, je pense. Peut-être, mais en tout cas, j'ai osé argumenter. Mais ça a quand même vraiment été... Ça t'énervait quand même. C'était énervant et un peu attristant parce que justement, c'est un moment où moi, je découvrais Israël pour la première fois et de retour de ce premier voyage. T'étais tout excité, voilà, il y a un moment, fou de joie, en me disant c'est tellement bien, il faut que j'y retourne absolument. Et on rentre en France et là, en plus, il y a une dissonance un petit peu avec ce qui est dit d'Israël autour, avec les médias, avec les gens autour. Et donc, quand on est en recherche d'identité, là, ça que c'est les enfants d'Israël qui partent à la guerre. Exactement. C'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que le soldat israélien, c'est un peu, on a l'impression. C'est nos enfants. C'est nos enfants et nous, les Israéliens, nous le savons. Mais les autres personnes, et que ce soit d'ailleurs les pro-israéliens ou les anti-israéliens, ont toujours l'impression que c'est un peu des robots. C'est-à-dire que les pro-israéliens sont persuadés que les soldats israéliens sont des Robocop qui peuvent tout faire et ils oublient un peu que ce sont aussi des humains. Et puis les anti-israéliens
présente les soldats israéliens souvent comme des soldats inhumains, sans cœur, etc. Alors que, comme vous l'avez dit, oui, c'est nos enfants. C'est sûr. Alors, donc, retour difficile, on le comprend. J'imagine que tu as eu envie de tout abandonner, de tout quitter et de partir, mais... Voilà, non, il y a vraiment, en plus, dans ce Taglit, il y avait des présentations, notamment de l'Université de Jérusalem, avec son beau campus. Ça t'a fait un petit... Ça a fait un choc et je me suis dit, bon, peut-être que, allez, on passe le pas et on y va. Et finalement, non. Finalement, non. J'étais un bon fils, j'ai fait mes études jusqu'au bout. Tu as été accepté à Normal Sup. Voilà, exactement, j'ai passé le concours et puis j'ai commencé ma scolarité à Normal Sup et je me suis intéressé à un autre sujet, c'était la Turquie. Et donc voilà, ça a un petit peu retardé mon alia. Voilà, alors ça a retardé ton alia. Tu as fait un an d'Erasmus, on va dire, à Istanbul. Oui, voilà, tout à fait. Une année à Istanbul. Bon, auparavant, tu avais fait un stage, je crois, à Jérusalem. Tu revenais à Jérusalem. Exactement, c'est-à-dire que quand même, Taglit, c'est tellement intense, puis c'est tellement encadré qu'il y a eu un moment où je me suis dit, j'aime tellement ce pays, autant le voir par mes propres yeux, autant y rester un peu plus longtemps. Et à la fin de ma première année à Normal, j'avais un mois de juin libre et je me suis dit, je vais essayer de trouver un stage et j'ai trouvé un stage dans un institut à Jérusalem. Comment c'était ? Grâce à ma prof d'hébreu de lycée qui a un peu tout commencé parce que c'est elle qui m'a dit fais Taglit, c'est elle qui m'a dit elle a qui m'a beaucoup de responsabilités. Voilà, tout est de sa faute. Et puis ça s'est très bien passé, à la fois parce que j'ai plus pu découvrir cette ville de Jérusalem dont je suis tombé amoureux, qui m'a vraiment rendu fou, et juste le plaisir. En plus, Jérusalem en été, il y a plein de choses qui se passent, les fêtes au marché, toutes les activités, les parcs, la musique partout, et en même temps le travail. Voilà, c'était vraiment. Et puis j'étais avec des yeux totalement ébahis et enthousiasmé, et donc ça aussi, ça a continué. Ça m'a un peu renforcé, mais je suis quand même rentré en France et puis j'ai fait cet Erasmus en Turquie avant, comme vous le disiez. Alors, Erasmus en Turquie, 2013, encore une fois une date un peu fatidique. Tu lâches tout au milieu. Et on le comprend. C'est-à-dire que c'est un peu bizarre, mais j'ai quand même tenu la fin de mon Erasmus, c'est pendant ce séjour à Erasmus en Turquie, notamment parce qu'il y avait eu aussi une deuxième opération à Moudanan à ce moment-là, 2012-2013, et là c'est un peu la même chose. Vivre une opération israélienne en Turquie, on se sent pas toujours entouré de gens amicaux vis-à-vis d'Israël dans ces cas-là, et là je me dis voilà, j'ai essayé en France, j'ai essayé en Turquie, c'est deux pays que j'adore, hein. Personnellement j'ai pas subi d'attaques antisémites ni en France ni en Turquie. Mais là, tu te décidais, mais je me dis voilà, on arrête ce décalage, on arrête de se retrouver pro-israélien dans des milieux qui sont anti-israéliens, et on va vivre en Israël. Donc tu t'engages à l'armée en fait. Voilà, en fait, je m'engage à l'armée parce que j'étais au milieu de mon master et donc je voulais quand même terminer mes études pour faire les choses proprement. Et donc comme je voulais pas faire mon alia et prendre le risque de pas pouvoir terminer mes études en France, j'ai fait une pause dans mes études de 2 ans et j'ai fait le programme Mahal, donc le programme de volontaire dans l'armée israélienne. Donc tu as décidé, vraiment c'était un sentiment, on imagine que le sentiment doit être vraiment très fort parce que ce sont des études compliquées, donc de décider de les arrêter au milieu, de faire une pause, quitte à les reprendre, on ne sait pas trop ce que nous réserve l'avenir parfois, donc c'était vraiment quelque chose de très fort en toi, quoi. Je trouvais que c'était assez important pour moi de faire l'armée, tout d'abord par conviction, parce que je suis persuadé que c'est important qu'il y ait un État d'Israël et que cet État, on le mérite que si on le défend. Aussi pour pouvoir me sentir bien avec mon alia, parce que j'avais à l'époque 22 ans, donc si j'avais fait mon alia un petit peu plus tard, j'aurais pas fait de service militaire ou pas forcément dans une unité combattante. Je voulais être sûr de faire ça comme il faut. C'était tellement important de faire l'armée pour toi ? Non, oui, c'était vraiment important de pouvoir, et je le vois depuis à l'université ou ailleurs, c'est vrai qu'avoir fait son armée, je trouve que ça permet de regarder les Israéliens droit dans les yeux, de leur dire j'ai pas volé ma place, j'ai fait ce que j'ai fait pour défendre le pays. J'ai fait 2 ans et pas 3 ans, mais voilà. Quand même, j'ai fait des efforts, et je mérite tout autant que vous d'être là. Et puis aussi, ça permet de comprendre la société israélienne. La société israélienne, quand même, tourne beaucoup autour de l'armée, notamment, il y a plein de blagues autour du service militaire, de la garde, du commandant, etc. Donc je voulais mieux comprendre cette société israélienne, et je pensais que l'armée était un
bon moyen. Puis en plus, la dernière raison, c'était un petit peu aussi pour découvrir un peu autre chose, pour me prouver à moi-même aussi que j'étais pas seulement un bon étudiant. Voilà, un étudiant, mais que je pouvais courir vite. J'ai pas totalement prouvé ça encore, mais voilà. En tout cas, bien commandé, tu l'as prouvé parce que tu as quand même réussi à faire le course de Mefaked et tu t'es retrouvé d'ailleurs en pleine opération de Souketan. Alors là, c'était nettement moins rigolo. Voilà, non, c'était un peu moins rigolo. Donc j'ai fait l'unité Nahal, donc une unité d'infanterie combattante. Et puis oui, j'ai commencé en novembre 2013. Et donc après, à la fin de la formation initiale et au moment où on devait m'envoyer au cours de sous-officier, il y a Tsukeitan qui commence. C'était un peu vraiment bizarre, surtout que donc ils avaient besoin d'hommes. Ils voulaient faire rentrer le cours de sous-officier, mais le cours de sous-officier n'avait pas commencé. Donc ils vous ont envoyé à Gaza. Donc en catastrophe, on nous a réunis. Moi, j'étais avec la mitrailleuse lourde, donc ils avaient besoin de gens comme moi. Donc comme ça, j'ai pas eu à passer les examens physiques. Tu peux le dire, vas-y. Baraqué, mais pas fort. Donc c'est un peu une erreur de casting, mais enfin, on me donne le truc. Okay. Et puis donc voilà, c'est ça. Donc on nous a tous envoyés. Et puis les cours de sous-officier, maintenant c'est un peu changé, mais c'était avec toutes les unités. Donc on se retrouvait des parachutistes, des Golani, c'est ça, avec des gens que tu ne connaissais pas. Avec des gens qu'on connaissait pas du tout. Que tu devais commander. Non, à l'époque, c'était avant le cours de sous-officier. Donc j'étais soldat du rang, mais on se connaissait pas. Alors pendant une semaine en catastrophe, on nous fait faire plein d'exercices en disant comme ça vous connaissez très bien, pour construire ce qu'on appelle en hébreu organiout, c'est-à-dire que vraiment la capacité à se parler, mais ça n'a pas tellement marché. En une semaine, on peut pas vraiment connaître. Donc tu te retrouves quand même à Gaza, tu rentres 2 jours, c'est voilà, la guerre, quoi. C'est la guerre comme dans les mauvais films, quoi. C'est-à-dire j'ai beaucoup mieux apprécié le film qui s'appelle Valse avec Bachir depuis que j'ai fait cette opération, parce que c'est vrai, cette ambiance avec la lumière orange des bombes à lumière que les avions lancent. C'est un film qui en dit long sur la société israélienne. Qui en dit très long sur la société israélienne. Et sur les traumatismes. Et on voit que c'est vraiment quelqu'un qui a été sur le terrain, qui a fait la guerre, qui l'a fait, parce que c'est vraiment... ça représente bien cette ambiance un peu bizarre de lumière orange qui entoure tous les bâtiments détruits, les bruits, c'est-à-dire qu'on entend des gens qui tirent, on ne sait pas si c'est des chars israéliens ou des terroristes du Hamas, la terre tremble parce qu'il y a des bombes assez fortes que l'aviation lance, et on s'avance, et je dois être très honnête, on ne comprend rien en fait. C'est ça qui est très impressionnant, c'est que quand on est soldat du rang, on nous dit avance. Moi j'étais donc mitrailleur, donc une fois on m'a dit allonge-toi là, les gens vont passer derrière toi, tu vas les protéger si jamais il y a un problème, tu tires. Mais donc voilà, on est allongé, on voit des bâtiments qui se font tirer dessus ou d'où on tire. C'est très dur. Et ça n'a duré que 2 jours. Et ça n'a duré que 2 jours. Il y a des gens qui ont eu vraiment des expériences bien pires que moi. J'ai pas eu à tirer. Mais bon. Il y a eu un blessé, mais c'est lui qui s'est blessé lui-même. Mais enfin, ça reste. On comprend rien. Nous, dans notre cas précis, on a terminé après avoir été dans une maison, dans un poulailler abandonné où c'est un peu absurde comme souvenir de guerre, mais où il y avait des poules qui avaient visiblement pas mangé et pas bu depuis quelques jours, et donc qui vraiment venaient nous attaquer pour essayer de trouver à boire ou à manger dans nos uniformes, etc. Donc c'est vraiment Ouais, c'est apocalyptique, quoi. Voilà, c'est ça. C'est apocalyptique. On comprend pas grand-chose. Et puis c'est vraiment tous les sens, le bruit, la lumière. Tout est exacerbé. Exactement. Ouais. Et puis après, on est rentré. Après, vous êtes rentré. Par contre, votre autre équipe, parce que vous avez été le course d'officier qui n'a pas eu lieu, a été coupé en 2. La deuxième partie du groupe est rentrée à Gaza. Et là, ils ont eu moins de chance que vous. Oui, c'est ça. En fait, nous qui étions rentrés les premiers, on a eu le droit à ce qui s'appelle un after dans l'armée israélienne. C'est dans les cas vraiment de crise. Ça faisait déjà plus d'1 mois qu'on n'était pas rentrés à la maison. Donc nous qui étions rentrés, même si c'était que pendant 2 jours, on nous a donné 24 heures pour rentrer chez nous. Et les autres vous ont remplacé. Voilà, et les autres nous ont remplacés dans la garde de ce qui était, de ce qui est Nachalot. Il y a eu 5 morts. Et voilà. Et il y a eu cet incident qui s'appelle en hébreu l'incident de la Fieldbox, où il y a eu 5 membres du cours de sous-officiers qui venaient nous remplacer. Donc à un endroit que moi je connais, puisque je l'ai gardé le jour même, et puis au moment où on est rentré, c'est eux qui l'ont gardé. Et donc oui, 5 morts, et en plus de manière assez affreuse, parce que les terroristes du Hamas qui ont commis cet attentat l'ont fait avec une GoPro sur la tête de l'un d'entre eux, et ils ont tout filmé, ils ont bien sûr tout diffusé très joyeusement. Donc vraiment... moi, je ne connaissais pas personnellement, c'était des amis d'amis, mais pour les familles, pour les gens qui ont fait 8 mois d'entraînement avec ces personnes et qui les voient dans un film de GoPro se faire tirer dessus, ça a été assez dur pour tout le monde.
Alors, c'est bien d'en parler parce que ça fait aussi partie de l'histoire d'Israël. Et puis, vous, Olim Hadashim, vous en avez aussi pris votre part. Et voilà, c'est tout à ton honneur d'être battu. Voilà, c'est pour ça que je voulais aussi qu'on en parle. Alors, après tout ça, après ce service quand même éprouvant, tu repars en France. Oui, reprends tes études. Voilà, c'est-à-dire que l'objectif, c'était de reprendre les études. J'avais un master, j'avais un master, il fallait que je termine mon master. Donc voilà, donc après Tsukaitan, j'ai été sous-officier. C'était dur, j'imagine, non, ce retour en France. Ce retour en France, oui, ça a été un peu dur. J'avais très peur d'être devenu un peu débile, très honnêtement, parce que dans l'infanterie, au début, j'ai essayé de lire et je n'avais pas le temps de lire parce que soit on est en entraînement et donc on court, on fait des exercices tout le temps, soit on est de garde. Alors, moi, j'ai fait ça un peu dans les territoires et un peu autour de Gaza. C'est des gardes de 12 heures. Dans les 12 heures qui restent, on n'a pas vraiment le temps de dormir. Donc, si on n'a pas le temps de dormir, généralement, on ne prend pas beaucoup de temps pour lire. Donc, voilà. Puis, je suis retourné en France après cette expérience quand même. Mais oui, ça s'est mieux passé que ce que je pensais, c'est ça. Et ça s'est passé un peu la même chose que quand je suis allé au Milouim pour la première fois. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qui sont tellement fortes, des formations qui sont tellement fortes que ça reste dans la tête. Donc je pense que être étudiant à Paris, c'était rester dans un coin de mon cerveau, même pendant mon service militaire. Et puis quand je suis retourné en France, quand je suis retourné à Paris, j'ai actionné et ça a remarché. Puis ça a été la même chose quand j'ai fait les Milouim. Le cerveau militaire s'est enclenché immédiatement aussi. Alors, on n'a pas parlé de ta famille d'accueil, mais c'est vrai que quand on est soldat seul, ce qui était ton cas en Israël, c'est très important d'avoir une famille sur laquelle on peut se reposer. Et tu as eu une famille super qui t'a beaucoup aidé. Oui, non, vraiment, c'était très important. Donc, au kibbutz. Voilà, au kibbutz, parce que quand on est Khayal Boded, on a le droit à plusieurs aides. On peut soit se faire payer une partie de son loyer, soit aller dans des appartements, dans des villes, mais que je ne conseillerais pas, soit dormir dans ce qui s'appelle Bet Khayal, qui est un peu une sorte d'auberge de jeunesse pour soldats. Et la dernière solution, c'est d'aller dans un kibbutz. Ça, c'était chouette. Voilà, et ça, c'était vraiment bien. Et je veux dire qu'à l'époque, j'avais déjà 23 ans, je venais de faire donc 1 an tout seul à Istanbul, et j'étais un peu fiero en disant, j'ai pas besoin de famille d'accueil, je peux faire ça. Je vais me débrouiller, je suis un grand garçon, etc. Et j'ai quand même eu une famille d'accueil un peu par hasard dans ce kibbutz qui est donc Barkai, qui est un kibbutz près de Hadera. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est vrai que on a besoin d'avoir des gens qui connaissent. Eux, ils avaient un fils qui était dans la même unité que moi, mais qui avait fait son service un petit peu avant, donc ils pouvaient me rassurer quand j'étais inquiet. Je me souviens d'avoir été traumatisé par le premier cours de Krav Maga. Vraiment, ça faisait mal partout et j'avais vraiment l'impression que je ne survivrais pas à un deuxième cours. Et il m'a dit non, rassure-toi, le premier cours ils font toujours un petit peu exprès pour impressionner, après, tu peux te détendre. Et c'est vrai que rien qu'avoir des gens à qui je pouvais raconter ça et qui pouvaient me rassurer, ça a été vraiment une aide. Et puis à chaque fois qu'il y avait un problème, ils étaient là et ça a vraiment été un cadre qui m'a beaucoup aidé pendant mon service militaire. Alors après ton master, on fait des sauts dans l'histoire avec toi, tu reviens en Israël. Oui, voilà. Je fais mon alia officiellement. On ne l'a pas dit, mais tu es ici aussi parce qu'on fête un événement important dans ta vie, voilà, et important dans l'histoire d'Israël. Tu es un lauréat de la bourse Azrieli. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 4 par an. Ouais, en sciences sociales, ils en prennent 4 par an. Ils bravo. en prennent ailleurs dans d'autres domaines. Voilà, merci beaucoup. De rien. C'est ouvert aux doctorants puisque tu es revenu en Israël pour faire ton doctorat, ce que tu es en train de faire à l'Université de Jérusalem, en relations internationales, avec une spécialisation sur la Turquie. Ouais, on reste tant qu'à faire, voilà. Donc cette bourse t'aide, on va dire, parce que c'est pas facile, il faut joindre les deux bouts quand on étudie, il faut manger, il faut se loger. C'est ça, il y a toute une série de frais, bon, mais d'ailleurs c'est pas seulement lié à Israël, partout dans le monde c'est comme ça. Et c'est vrai que ça a été, pour moi au début, j'ai pu, grâce aux aides qu'on donne aux anciens soldats, notamment aux soldats seuls, un peu quelques mois m'installer. Puis ensuite il a fallu un peu trouver. Il faut payer les études aussi. Voilà, il faut payer les études. Bon, ça, il faut être honnête, il y a le picadone, c'est-à-dire que les anciens soldats ont de l'argent, voilà. Mais le doctorat est un peu moins cher que le Torah Rishon, la licence ou le master. Mais donc voilà, et puis il y a un moment, il faut bien trouver de l'argent quelque part. Donc ça, c'est une super bourse qui permet de vivre pendant 3 ans. Voilà, ça c'est une bourse vraiment très, très agréable qui permet en effet de vivre pendant 3 ans. Il y en a d'autres, hein. C'est-à-dire que quand on est doctorant, il faut un petit peu être à la recherche, mais généralement les départements maintenant ont compris. Voilà, ils aident ou ils envoient toutes les petites annonces parce qu'il y a Azrieli, mais il y a une autre fondation, une autre personne. Moi j'ai aussi une bourse Trink qui était par exemple pour les étudiants qui travaillent à l'université hébraïque de Jérusalem. Parfois
fois, avec une petite aide pour les Français. Enfin, donc il faut vraiment c'est un peu un labyrinthe. Moi, j'ai dû passer par le travail. Hein. Vous avez dû travailler voilà, aussi. J'ai dû. Pas le chômeur. Non, voilà, c'est ça. Et à un moment, on se dit bon, alors qu'est-ce que j'ai faire de l'histoire en France, c'est pas très bon sur le marché du travail en Israël. Par contre, qu'est-ce que j'avais mon service militaire, et dans ces cas-là, en effet, beaucoup de gens d'anciens combattants, voilà, ils font de la sécurité. C'est ce qu'on voit dans le tram, c'est ce qu'on voit dans les bus. Et donc, il y a eu un moment où je me suis dit bon, puisque j'ai plus que ça, on y va. J'avais été d'ailleurs admis, je devais passer mon permis pour avoir un pistolet. Et là, encore une fois, et je pense que dans l'Alia, il y a aussi un certain nombre de rencontres qui aident. Et puis des mains tendues. Exactement, des mains tendues, des liens personnels qui se construisent, qu'il faut maintenir. Et là, il y a. Mains tendues entre anciens immigrants, on va dire ça. Voilà, entre anciens immigrants, mais même, soyons honnêtes, certains Israéliens aussi tendent la main. Et, là, pour le coup, c'est un ancien immigrant. Voilà, d'anciens immigrants qui m'a aidé, qui travaille à l'université de Beersheva et qui m'a dit on a un projet administratif, est-ce que tu veux nous rejoindre? Et donc j'ai dû passer le processus pour être admis comme travailleur dans l'administration de l'université de Beersheva. Ça, c'était avant la bourse. Ouais, ça, c'était avant la bourse. C'était, donc voilà, donc c'est, peut-être je raconte que c'est un petit peu... Tu peux raconter. C'est très différent de ce qu'on peut vivre en France parce que, notamment, donc il y a un entretien d'embauche, ça on connaît. Et alors, si on réussit l'entretien d'embauche, on est envoyé dans une journée de test dans un institut où, en gros, l'institut va checker un certain nombre de capacités psychologiques. Alors ça, c'est des choses qu'on ne fait pas en France. Ah, ça, c'est quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. Ouais. Non seulement un psychologue, mais en plus, il faut construire un pont en Lego, en équipe. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'épreuves et il y a l'épreuve de la construction du pont. Donc, en fait, j'avais un ami israélien qui m'avait dit qu'il y aurait cette épreuve. Donc, à mon avis, ils aiment beaucoup cette épreuve. Donc, je donne le truc. Il faut construire à 5 un pont en Lego avec une certaine hauteur. Et en fait, il y a des gens qui notent. Et le rôle, la chose importante, c'est pas du tout de construire le Lego, puisque ce que les gens vont vérifier, c'est les interactions entre les membres des groupes. Qui s'écoute, voilà, qui est le chef, qui prend le lead, qui le laisse. Le leadership doom, etc. Donc, des choses que les Israéliens adorent observer. Okay. Et voilà, donc moi j'étais avec des gens qui voulaient soit travailler, soit être admis dans des kibbutz, parce qu'il y a des kibbutzim qui exigent ça. Qui font ce genre de test aussi. Voilà. Et puis j'ai réussi à construire le pont. À l'époque et à rentrer à l'université de Beersheva où j'ai travaillé 2 ans. Aujourd'hui, plus besoin de travailler grâce à cette bourse. Vraiment, bravo. Merci beaucoup. Vous faites plein d'autres choses. Hein. Je crois que vous êtes aussi chercheur à l'INSS. Voilà, chercheur associé. Donc. Voilà, associé, mais quand même depuis 3 mois. Exactement. Institute for National Security Studies. On en reparlera peut-être plus tard. Ouais, avec plaisir. Donc vous connaissez quand même très bien la société israélienne et l'armée et la société universitaire et le monde du travail. Et le kibbutz. Le kibbutz. Qu'est-ce qui vous manque? Je ne sais pas. Depuis que je suis à Jérusalem aussi, j'aime beaucoup plus aller vers le monde religieux, qui est un monde aussi très important, et puis aussi un certain nombre de minorités qu'on voit dans la ville et qui sont en fait aussi qui font partie de la société israélienne. Et c'est vrai que c'est très intriguant et puis c'est passionnant. Et je pense vraiment que Jérusalem est la ville pour découvrir toute la variété de la société israélienne. On aurait pu croire que vous seriez parti vivre à Tel Aviv. Ah, alors, j'ai un grand problème avec Tel Aviv, c'est le climat. Déjà, je supporte pas la chaleur humide, c'est pas pour moi. Et non, et plus sérieusement, vraiment, d'abord, bon, j'ai étudié à Jérusalem, mais c'est vraiment Jérusalem. Je trouve que c'est une ville qui est bien plus intéressante, qui est pas aussi difficile à vivre que certains aiment à dire. Et puis, par exemple, il y a un endroit que j'adore dans Jérusalem, c'est le Gan Saker, le parc Saker, qui est donc près de l'entrée de la ville et qui est vraiment un des endroits si on veut découvrir ce que c'est vraiment qu'Israël, parce que un jour vous avez des ultra-orthodoxes qui jouent au foot, le lendemain vous avez des Arabes de l'est de la ville qui font un barbecue, vous avez aussi des matchs de cricket de travailleurs étrangers très réguliers dans le Gan Saker pour ceux qui aiment le cricket et qui cherchent en Israël, et puis il y a des laïcs qui courent, des religieux qui s'assoient, enfin il y a vraiment toutes ces différentes communautés et populations. C'est beaucoup moins stéréotypé qu'on ne le croit à Jérusalem. Je pense. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que un certain nombre d'étudiants. Il y a des religieux, d'accord. Voilà, un certain nombre d'étudiants finissent par dire je préfère Tel Aviv justement, c'est plus cool, c'est plus simple, il y a plus de café, etc. Mais je pense qu'en fait Jérusalem est vraiment la ville la plus agréable à vivre en Israël, et qu'elle est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus diverse que ce que disent les stéréotypes, comme vous disiez justement. Bon, bah écoutez, on a fait un petit
petit tour de votre parcours. On vous souhaite vraiment de continuer de vous épanouir ici. Merci. Apparemment, c'est un pays qui vous réussit bien. C'est un pays que j'aime beaucoup, en tout cas. Voilà, nous aussi, donc ça tombe bien. Rémi Daniel, merci d'être venu. Merci à vous. Longue route, bonne réussite, et vous revenez nous Merci parler à vous de aussi. l'INSS quand vous voulez. Avec grand plaisir. Voilà, bientôt. Au Ciao. revoir. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.